Aujourd'hui, dans l'histoire c'est trop facile, dans notre partie 3 de l'année, transformation de l'Europe et ouverture sur le monde, le chapitre 12, humanisme, réforme et conflits religieux au XVIe siècle, avec une problématique assez simple, comment se transforme la société européenne du XVIe siècle. Tout d'abord, une nouvelle vision de l'homme, l'humanisme et la Renaissance, avec l'idée, une nouvelle vision de l'être humain, l'humanisme et la Renaissance qui se complètent au XVIe siècle. Prenons l'exemple d'un humaniste pour comprendre qu'est-ce que l'humanisme. Prenons Erasme. Né vers 1469 à Rotterdam, dans les Pays-Bas actuels, il reçoit l'enseignement de la Bible et des auteurs de l'Antiquité, notamment des poètes latins. Il devient prêtre, il séjourne à Paris, où il rencontre des hommes de lettres français, italiens, anglais, et publie, en 1511, l'Éloge de la folie. Il est alors considéré comme un grand humaniste. De 1500 à 1514, il voyage dans toute l'Europe. Londres, où il retrouve son ami Thomas More. Turin, où il rencontre l'imprimeur Aldemanucci. Rome, où il accueille cardinaux et prélats. Ce sont des hommes d'église. En 1514, Erasme rencontre à Bâle l'humaniste et imprimeur Jean Froben, qui devient son principal éditeur. Et 2 ans plus tard, il publie un essai politique, L'institution du prince chrétien, destiné au futur Charles Quint, roi d'Espagne et empereur du Saint-Empire romain germanique, et sa traduction du Nouveau Testament. De 1514 à 1530, il effectue de multiples voyages en Europe. Regardons, on est en face d'un homme de lettres, qui a reçu une éducation, qui a étudié la Bible, culture chrétienne, et les auteurs de l'Antiquité. L'humanisme, c'est un retour aux œuvres de l'Antiquité, que l'on va réétudier, les œuvres grecques, romaines, où l'homme va être mis au centre des études. Ça ne veut pas dire qu'on oublie Dieu. Dieu a été étudié pendant tout le long du Moyen Âge. On continue à étudier, Dieu. On étudie Dieu, mais on étudie l'homme. L'homme dans sa grande diversité. L'homme est Dieu, l'homme est la nature, l'homme en soi. On diffuse tout ceci comme Erasme par les voyages, les correspondances, les rencontres et les livres. Voici ce que disait Erasme dans sa lettre au pape Léon X en 1516. C'est aux sources mêmes que l'on puise le message divin. Aussi avons-nous traduit à nouveau l'évangile tout entier, d'après l'original en grec, qui seul fait foi. Donc c'est-à-dire qu'Erasme a retraduit tout seul le Nouveau Testament, à l'aide de nombreux manuscrits choisis parmi les plus anciens et les plus corrects. Nous avons ajouté des notes pour justifier nos changements, expliquer les passages obscurs. Nous avons rétabli le vrai texte au prix de longues nuits sans sommeil. Donc on voit bien ici dans cette volonté des humanistes le travail des langues anciennes, grec, latin, le travail de la vérité, travail on va dire un petit peu scientifique, mais toujours ancré dans une dimension chrétienne. Voici l'ensemble des villes visitées par Erasme. Elles sont très nombreuses, ça va de l'Europe du Nord aux Pays-Bas, en Angleterre, Oxford, Cambridge, en France, Paris, Orléans, l'Italie, Bologne, Florence, et le Saint-Empire romain germanique. Et on remarque que l'ensemble de ces correspondants sont en Angleterre, en France, en Italie, dans le Saint-Empire romain germanique et dans les Pays-Bas. C'est véritablement un homme qui voyage, qui rencontre, qui s'intéresse à l'homme, aux sciences, à l'histoire, à la géographie, à Dieu, et qui essaye de lier tout ça dans quelque chose qui ressemble à l'ébauche de la science moderne. Il n'est pas tout seul, il existe un ensemble d'humanistes. On parle de république des lettres à cette époque-là. L'humanisme, c'est une révolution intellectuelle. Alors d'où elle vient? La redécouverte des textes anciens et des langues anciennes, notamment grâce aux croisades qui ont permis de retrouver des anciens textes grecs qui avaient été traduits en arabe et qui ont été redécouverts et retraduits. La restauration de ces textes anciens qui amène une nouvelle pédagogie et donc le développement des collèges et des académies et la révolution de l'imprimerie. Tout ça permet la diffusion des idées des humanistes. Dans les années 1430 à 1445-50 se développe l'imprimerie moderne qui permet de recopier mécaniquement un texte de façon très rapide. Rappelez-vous qu'il fallait plusieurs mois, voire une année et peut-être même un peu plus, pour recopier une Bible entière à la main au Moyen Âge. Maintenant, la main est remplacée par une machine
Ceci permet la diffusion des idées. Observons l'imprimerie, développée à Mayence en Allemagne par Gutenberg, avec une diffusion d'ateliers d'imprimerie à travers l'Europe. L'humanisme trouve ses foyers dans les grandes villes. Et on ne peut pas comprendre l'humanisme, qui est ce retour à l'étude des textes grecs et des œuvres romaines, sans faire le lien avec la Renaissance artistique. Renaissance, retour, si vous préférez, résurrection du style antique, tel qu'il se pratiquait, imaginé par les hommes de l'époque, par les Grecs et les Romains. La Renaissance, elle est tout d'abord italienne. C'est effectivement le berceau de la civilisation romaine. Il y a énormément de vestiges, de statues, de bâtiments que l'on redécouvre, auxquels on s'intéresse de plus en plus, et ceci va transformer l'art, l'architecture et toute la vie européenne. Depuis l'Italie, cela se diffuse de l'Espagne en France jusqu'en Angleterre, mais également d'autres foyers, la Renaissance dans le Saint-Empire et dans les Pays-Bas, et la Renaissance en France, mais les deux Renaissances sont inspirées par celle de l'Italie du Nord. L'imprimerie, qui permet de multiplier les pages, voici une presse à imprimer, et résumons. L'humanisme est un mouvement de pensée né au XVIe siècle en Europe. L'homme est au centre de la réflexion. Pour les humanistes, il faut redécouvrir les œuvres de l'Antiquité et favoriser l'éducation dans tous les domaines. Littérature, histoire, géographie, langues anciennes, activités physiques, sciences. Ceci ressemble énormément, finalement, aux cours qu'on peut avoir au collège. L'humanisme permet de développer les sciences à travers toute l'Europe, et les idées se diffusent par la correspondance, les lettres, les voyages et surtout l'imprimerie, née ou plutôt redéveloppée vers 1450, qui permet d'imprimer un livre beaucoup plus rapidement, à plus grande échelle, et donc de le diffuser à travers toute l'Europe. La Renaissance maintenant. Observons cette œuvre. Le mariage de Joseph et Marie. Vous pouvez remarquer l'exacte symétrie du tableau, notamment en ce qui concerne le bâtiment, d'où le point central ici, le point de fuite, et la porte centrale. Vous remarquez que les personnages du derrière sont plus petits que les personnages de devant. C'est ce qu'on appelle la perspective, l'impression de profondeur. Ils sont plus loin, donc ils sont faits plus petits. On essaye d'imiter à travers la peinture ce que l'œil voit. C'est la grande révolution de la Renaissance artistique. La naissance de Vénus, on s'inspire à la fois, comme vous voyez avec le tableau d'avant, de thèmes chrétiens, mais également de thèmes mythologiques, grecs et romains. Ici, vous avez une sculpture où on voit le détail à la fois du drapé, du visage, mais des muscles de Jésus-Christ. Donc, on a bien un travail médical, scientifique, anatomique. C'est le début de la médecine, c'est le début des premières dissections de corps humain pour comprendre les muscles, tendons, ligaments, organes, comment fonctionne toute cette machine. Donc là, on est véritablement dans une œuvre de la Renaissance artistique, mais également dans une œuvre humaniste qui étudie l'homme. On cherche le réalisme de l'homme. La Villa Rotonda, qui s'inspire directement des temples grecs et romains. L'impression de perspective que vous pouvez voir bien au fond. D'accord? On voit le fleuve qui serpente, des bateaux, de la végétation. On est dans un thème chrétien, on voit Jésus, on voit Marie, mais on a toujours cette étude également de la symétrie avec les colonnes, de la perspective et de la profondeur. On va lier les études chrétiennes, les études mythologiques, la renaissance artistique dans un même mouvement, si vous préférez. Et bien évidemment, l'œuvre de Léonard de Vinci, qui est peut-être à la fois l'humaniste et l'homme de la Renaissance par excellence, avec la célèbre Joconde, Mona Lisa, qu'importe si vous la regardez de gauche, de droite ou d'en face, elle vous regarde. Le travail sur le clair-obscur, le travail sur le réalisme du visage, le réalisme des mains, le réalisme de la posture, le travail sur le fond, sur le premier, deuxième et troisième plan.
Léonard de Vinci, qui arrive en France au début du XVIe siècle, sous le patronage de François Ier, connu pour ses études sur l'être humain, sur les proportions de l'homme, mais également pour ses différentes inventions et également ses carnets d'études sur les différents organes qui composent le corps humain. Donc on est véritablement dans un homme qui a une culture large, vaste des sciences, de l'astronomie, de la médecine, de la biologie, de la nature, mais également de la peinture, de la sculpture, etc. La jeune fille à la perle, là on s'inscrit dans le cadre de la Renaissance, on peut dire flamande ou des Pays-Bas si vous préférez, par Vermeer. La scène de Léonard de Vinci, exacte symétrie, avec le Christ qui est au centre, les points de fuite permettant la perspective et l'impression de profondeur donnée par les murs. La Renaissance, elle va aussi avoir un rôle considérable au niveau de l'architecture. Observez le château de Chambord, construit sous le règne de François Ier. Si vous regardez bien, vous êtes parfaitement dans un carré médiéval. Vous avez ici un quadrilatère, comme on faisait pour les châteaux forts, sauf que les tours ne sont plus montées. Depuis l'arme à feu, les canons, il n'y a plus besoin de châteaux de défense. On conserve les châteaux pour la puissance, la richesse, l'apparat. Donc, on a bien des tours et un donjon central. Mais on voit bien qu'ici, on est dans un lieu de plaisance, de plaisir, de démonstration de puissance. On a à la fois l'héritage du Moyen-Âge par le plan du château, mais on a bien évidemment la renaissance artistique avec cette symétrie, cette utilisation de nouveaux matériaux. On peut le voir dans d'autres châteaux de la Loire, ici comme à Blois, également, à Zelle-Rideau, ou dans l'exemple des villes transformées par la Renaissance, c'est le cas de Venise en Italie. Là, vous l'avez en peinture, et là, vous l'avez aujourd'hui. On voit bien ici les colonnes inspirées des temples grecs, bien évidemment, et romains, basiliques, inspirées de l'Empire romain tardif, beffroi médiéval qui a été retravaillé. Et bien évidemment, l'œuvre suprême, celle du peintre Michel-Ange, réalisée sur plusieurs années avec des échafaudages et des chandelles pour voir le plafond de la chapelle Sixtine à Rome, dans la basilique Saint-Pierre, où vous voyez au centre ici la création de l'homme par Dieu, avec le doigt de Dieu qui effleure la main de l'homme. Et l'ensemble de l'histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament, retracé à travers ces peintures, qui vont utiliser bien évidemment aussi la perspective. Résumons. Le XVIe siècle est marqué par la Renaissance, la redécouverte, d'abord en Italie, puis dans toute l'Europe, des œuvres de l'Antiquité. Elle va transformer, on pourrait rajouter un E, la peinture, la sculpture, l'architecture et l'éducation. De grands artistes comme Léonard de Vinci, Raphaël, Michel-Ange ou Botticelli sont les symboles de cette période. Une très bonne journée à vous, c'était l'histoire, c'est trop facile.